Chers amis, bien le bonjour. Ça, c'est le genre de vidéo où c'est possible qu'on décolle un petit peu. On va voir, hein, je ne sais pas encore où ça va nous mener, mais ce sera la surprise. On va se plonger dans le patrimoine de Gabriel Attal. Parce que vous le savez, sur cette chaîne, on n'a aucun problème avec les riches. D'ailleurs, on aspire à la richesse, et c'est ce que je documente sur cette chaîne. Je documente mon travail pour arriver vers la richesse. La méthode que j'utilise, c'est d'essayer de devenir bon dans un domaine, de toujours me former, toujours progresser, et au fur et à mesure, je partage les choses que j'apprends dans le but d'apporter de la valeur. Et ça me semble être un modèle qui est pas trop mal. On identifie un domaine du savoir, un domaine de compétences qui peut être utile, on essaie de progresser dedans, on partage ce qu'on apprend, et apporter de la valeur, ce n'est autre chose que ça. Mais vu qu'on n'est pas sectaire, on se dit qu'il peut y avoir d'autres chemins vers la richesse, et là je pense qu'on va observer un autre type de chemin vers la richesse. Alors donc vous le savez, Gabriel Attal est maintenant Premier ministre, et en tant que Premier ministre, enfin en tant que ministre, il doit présenter sa déclaration de patrimoine et puis présenter s'il a ou pas des conflits d'intérêts. Donc on va regarder un petit peu tout ça. Alors, déclaration de modification substantielle des les activités professionnelles donnant lieu à une rémunération ou une gratification exercée à la date d'élection ou de nomination au cours des 5 années précédentes. Alors, en tant que ministre, il gagnait en 2018 20 000 euros, donc je pense que c'est parce que c'était une année en cours. 2019, il a gagné près de 100 000 euros. Je trouve qu'on paye quand même assez cher les ministres, hein. Je sais pas ce que vous en pensez, donc oui, d'accord, c'est un travail, etc., mais c'est quand même notre argent, hein. Moi, j'ai aucun problème à ce que des gens gagnent 100 000, 200 000, 300 000, 500 000 euros par an. Le problème que j'ai, c'est quand c'est notre argent. Donc là, je trouve que c'est un petit peu cher pour un ministre. Surtout qu'on parle de net, parce que les impôts, c'est toujours pour les autres, évidemment. Gagner encore 99 000 en 2021, net, et ensuite, il a été ministre des comptes publics, et là, c'était 66 000 et 63 000. Je trouve que c'est un petit peu bizarre la manière dont c'est fichu, mais bref. Est-ce qu'il a eu d'autres boulots? Donc, participation directe dans le capital d'une société à la date de l'élection. Donc, il a une SCI, mais ça, on va voir, ça, c'est pas grand-chose. Il a 130 000 dans une SCI, donc on va regarder un petit peu à ça. Fonction et mandat exercés à la date de la nomination, et qu'est-ce que c'est que ça? Conseiller municipal, donc il cumulait avec un petit boulot de conseiller municipal, et apparemment il gagnait 600 euros pour cela. Quoi d'autre? Député, tiens, député, pas mal. Et donc là, député, on se fait du 52 000, d'accord. Donc c'est quand même pas mal. Alors, on va maintenant voir niveau patrimoine, qu'est-ce qui se passe dans la poche de Gabriel Attal. Donc c'est quelqu'un qui, en gros, a travaillé depuis 2018, ou alors peut-être qu'il a travaillé un petit peu avant, peut-être qu'il a fait d'autres choses avant, on ira voir sur sa page Wikipédia, mais qui se fait en tout cas un salaire confortable, apparemment net d'impôts. Patrimoine ensuite, donc on l'a vu, il a une part dans une SCI, maison individuelle de 110 mètres carrés. D'accord, donc ça fait pas absolument rêver. Autre valeur mobilière non cotée en bourse, il n'y a rien. Instrument financier. Donc, Monsieur Attal a un PEA avec 100 euros dedans. Là, il y a des choses qui sont un peu bizarres, hein. Des fois, quand je regarde on avait fait une autre vidéo sur les déclarations de patrimoine des ministres. Je sais pas, ça me ferait penser à quelqu'un qui va au restaurant avec une commande très étrange. Bonjour, je voudrais 7 bouteilles de vin et un 9 mimosa, et mettez-moi un café froid. Enfin voilà, il y a des choses comme ça qui sont un peu bizarres, ça rentre pas. Et avoir un PEA sur lequel on met 100 euros, je ne comprends pas l'idée. Et il a un second PEA, c'est ça, hein, il a un second PEA avec 0 euros dessus, donc ok, pas de problème, c'est super intéressant. Ce serait pas par hasard quelque chose qu'il a siphonné comme ça au dernier moment, assez étonnant. Là, ça devient plus intéressant, donc on a une assurance vie, et c'est dommage qu'on sache pas ce qu'il y a dans son assurance vie. Parce que ça pourrait être quand même intéressant de voir comment c'est fichu. Et on a une autre assurance vie avec 160 euros dessus, donc là c'est pareil, c'est assez surprenant. Je comprends pas la logique d'avoir deux PEA
et une assurance vie sur laquelle il n'y a rien du tout. Pourquoi tu l'as ouvert en fait? Pourquoi tu l'as ouvert? T'as pas fait exprès? Ou je comprends pas. C'est assez étonnant. Donc ça existe, ça a peut-être eu une autre fonction. Enfin voilà, vous me direz ce que vous en pensez. Compte épargne, donc il a un compte courant avec 1271 bah voyons, il a un PEL, donc très bien le PEL avec 36 000 euros dessus, un livret A avec... alors ça, à la limite, si tout ce qu'on lisait était vrai, je comprendrais, hein, ne pas avoir beaucoup d'argent sur le livret A, mais par contre blinder l'assurance vie, s'il est investi dedans en actions, pas de problème, et il a quand même été capable d'épargner 27 euros sur son compte épargne, ben voyons. On te croit complètement. Véhicule à moteur, une Vespa. Donc une Vespa qui a une valeur vénale de 2000 euros. Là, on sent le truc, tu vois, j'ai tout mis sur la table, vous voyez. Même les choses les plus insignifiantes de mon patrimoine, je les ai aussi mises, etc. Donc, regardez, je suis nu devant vous. J'ai même mis ma Vespa et bien sûr, il n'y a que ça. Les espèces et autres biens dont les comptes courants à une valeur supérieure, il a un emprunt accordé d'une valeur de 50 000 euros, donc il a peut-être prêté à quelqu'un, 50 000 euros, et voilà, j'espère qu'il n'a pas fait un taux d'usure, ça ce serait quand même pas très sympa. Les éléments du passif, il a un emprunt de 670 000 euros, sur lequel il lui reste à payer 670 000 euros, objet, crédit de trésorerie, part tacite, reconduction, d'accord, montant total des mensualités, 0 euros, durée de l'emprunt, 12 mois. Est-ce que vous comprenez ce que ça veut dire? Est-ce que vous comprenez la logique de faire un emprunt de 670 000 euros sur 12 mois? Et qu'est-ce que c'est que ça? Crédit de trésorerie? Ah, c'est pas les trucs où en fait vous vivez sur des crédits. Je crois qu'il y a quelque chose de cet ordre-là où tout votre patrimoine est immobilisé dans des actifs financiers, et pour échapper à l'impôt, plutôt que de vivre, je sais pas, imaginez vous avez une fondation, un trust, enfin plutôt un trust, vous avez une holding ou quelque chose qui avec votre argent qui travaille là-dessus, et pour vivre, vous faites un emprunt et vous vivez sur cet emprunt. J'ai déjà vu des montages de ce genre-là. Si vous comprenez un petit peu plus ce que ça veut dire, ok. Donc en somme, on a un jeune homme, donc je crois qu'il a 34 ans si je me souviens bien, qui a été capable d'épargner quelque chose comme 1 500 000 euros. Donc moi quand je vois ça, quand je vois un jeune de 34 ans qui a été capable de mettre 1 500 000 euros, pour moi c'est pas des sommes qui m'impressionnent, hein. C'est pas que la somme m'impressionne, c'est juste je me demande comment est-ce qu'on fait pour mettre en place 1 500 000 euros, et en m'appuyant sur mon expérience, des gens que je fréquente, des choses que j'ai pu faire, etc., je me dis qu'une bonne manière d'accumuler cet argent à 34 ans, c'est d'avoir entrepris. On a créé une entreprise, peut-être qu'après on a revendu l'entreprise, en tout cas on a fait des choses qui ont pas mal fonctionné, donc j'espère trouver dans la biographie de Gabriel Attal quelque chose qui relève du type, voilà, j'ai été entrepreneur très tôt, j'ai vraiment fait des trucs. Il naît à Clamart dans une famille aisée, père, avocat et producteur de cinéma, ça me va. Ça va dépendre de la nature des films, hein. Si producteur de cinéma, ça veut dire film subventionné par l'argent des gens pour faire de la propagande, etc., j'aime pas trop, mais là on a quand même quelque chose qui relève plus du secteur privé, quoi. Avocat, producteur de cinéma, on a quelqu'un qui a gagné de l'argent honnêtement, sans a priori prendre dans la poche des Français. Sa maman est salariée d'une société de production, descend d'une famille de Russes blancs, donc pourquoi pas, moi j'ai plutôt de la sympathie pour les Russes blancs, tout ce qui fuit le communisme, j'aime à peu près bien. Il a grandi dans les quartiers aisés du 6e et 7e arrondissement, donc tout ça en fait on s'en moque un petit peu parce que ça ne nous dit pas d'où vient l'argent. Alors a priori l'argent vient peut-être de papa et maman, ce qui, moi ça m'embête pas, hein. Si vous voulez, moi tous les trucs d'héritage, moi que quelqu'un soit héritier et qu'il ait hérité de beaucoup d'argent, moi ça m'embête pas. Moi j'aurais aimé, hein, que
que mes parents me... Enfin voilà, moi je vais pas jeter la pierre à mes parents, mais si j'avais hérité de beaucoup d'argent, ou si j'allais hériter de beaucoup d'argent, bah, je me dirais c'est cool, t'as cette sécurité, c'est chouette, tes parents ont travaillé pour que tu poursuives la lignée, et moi je sais aussi que c'est quelque chose qui me motive, le fait de travailler, de gagner de l'argent, pour ensuite pouvoir transmettre ça à mes enfants. La seule chose que je trouve honteuse dans l'héritage, c'est le fait que l'État se serve au passage, parce que le fait que l'État se serve sur nous tout au long de notre vie, et qu'ensuite l'État se serve sur nous quand on meurt, je trouve que c'est un scandale absolu, et il faudrait arrêter absolument toutes ces taxes. Mais moi, que quelqu'un hérite d'argent de ses parents, tout va dépendre de ce qu'il en fait. Il étudie à l'école alsacienne l'ambition de produire un type d'homme cultivé qui allie les vertus de l'âme régionale, les qualités générales de l'humanisme. Écoutez, pourquoi pas. Alors, l'établissement privé sous contrat, la scolarité est payante à raison de 3288 € par an. Ça me paraît pas énorme hein, comme prix par an pour une école privée, donc j'imagine que c'est surtout quelque chose qui se fait, voilà c'est ça, il y a une sélection assez costaud, il y a 1500 candidatures pour 230 places, donc ça veut dire qu'il faut avoir du réseau pour entrer là-dedans. Vie privée, on s'en fiche. Donc là, ce qu'on voit, c'est qu'il allait dans une bonne école au départ. Ensuite, il a été admis à l'Institut d'études politiques de Paris. Il a fait un Master 2 Affaires publiques, une licence de droit à l'université Panthéon Assas. Et ils nous disent, en marge de ses études, il a joué un petit rôle d'un lycéen dans un long métrage. Donc ils ont pas grand-chose à nous dire sur ce qu'il a fait de concret et de réel. Et ensuite, on passe directement à un parcours politique. Donc, il est de gauche, en marche, donc il est toujours de gauche, il est resté de gauche. Donc, il a rien fait, en fait. C'est quelqu'un qui est passé directement de Sciences Po à des cabinets ministériels. Donc, la question de où vient l'argent, pour moi, c'est assez gênant. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui a hérité j'imagine, d'une belle somme d'argent et qui ensuite, au lieu de créer de la valeur, a commencé à vivre au crochet des Français. Donc moi, personnellement, ça me gêne. Et j'ai du mal, en fait, à voir ce qu'on pourrait faire de ça. Si j'écoute comme ça mon estomac, mon instinct, je me dis, une personne qui est riche ne devrait pas avoir le droit à 1 euro des impôts des autres. Voilà. Si tu as déjà de l'argent, on va pas en plus prendre de l'argent dans la poche des Français pour te verser un salaire. Donc si tu as la vocation pour les affaires publiques, tu crées une fondation, tu crées une association, tu crées quelque chose avec son propre système économique et voilà, tu fais quelque chose. Ça, c'est possible une fois qu'on est riche de faire des trucs qui relèvent de la philanthropie ou je sais pas quoi, mais le côté commencer à aller dans les cabinets ministériels et machin truc, il y a quand même un petit peu ce sentiment de j'ai déjà l'argent, maintenant ce que je veux c'est le pouvoir, voilà, je vais avoir du pouvoir en rentrant comme ça dans l'appareil d'État, donc c'est quelque chose qui me plaît assez peu, et oui d'accord, la valeur n'attend pas le nombre des années, etc. J'imagine qu'on peut être brillant et compétent très jeune, mais là quand on voit dans son parcours, école alsacienne, donc d'accord, il a appris à être un gentilhomme cultivé, ça doit être très sympa de discuter avec lui. Sciences Po, bah pareil, il a appris à être capable de déblatérer sur n'importe quel sujet, mais je vois rien en termes de compétences. Je vois rien en termes de... J'ai travaillé, j'ai essayé de créer des trucs, je me suis confronté à la réalité de ce que c'est que d'être entrepreneur, que de devoir se manger énormément de charges fiscales, de charges administratives, comprendre un petit peu le système dans lequel il vit avant de vouloir administrer ce système. Donc c'est quelque chose qui me manque un petit peu. Donc en somme, on a quelqu'un qui est riche, qui n'a pas travaillé pour obtenir cet argent, ce qui est ok. Pour moi, on peut très bien hériter de l'argent, mais qui ne va apparemment jamais travailler de sa vie. Et ça, c'est quelque chose qui me gêne un petit peu plus. Voilà donc pour cette analyse du patrimoine et du chemin vers la richesse de Gabriel Attal. Donc voilà, je suis pas tout à fait fermé. Je suis prêt à ce qu'on me démontre que non, Gabriel Attal est quelqu'un d'ultra méritant, mais en attendant, je vais privilégier mon chemin vers la richesse, à savoir continuer de travailler, essayer de devenir meilleur dans un domaine de compétences, dans un domaine de savoir qui est utile aux autres, et essayer d'apporter un maximum de valeur
autour de moi, et c'est comme ça, je pense, qu'on mérite son argent. Et surtout, évidemment, ce que je vais continuer de faire, c'est de faire travailler l'argent que je gagne à la sueur de mon front, et pour ce faire, j'investis, je documente mon parcours dans l'investissement, et si vous voulez en faire autant, vous savez que vous avez sous cette vidéo le lien vers le courtier que j'utilise, mon courtier de Giro, et en suivant ce lien, vous bénéficierez de 100 € de frais de courtage remboursés, ce qui vous permettra d'ouvrir vos premières positions dans les actions, dans les ETF. Ça vous donnera aussi entre les mains les outils qui permettent de faire vraiment travailler vos actions, notamment via la vente d'options pour pourquoi pas augmenter le rendement de votre portefeuille. Vous accédez à tout ça grâce au lien sous cette vidéo. Et ce qui est chouette, c'est que vous bénéficierez de 100 € de frais de courtage remboursés, ce qui vous permettra d'ouvrir vos premières positions de façon tout à fait indolore. Voilà donc pour cette petite vidéo. Je ne crois pas être parti trop loin. Vous me le direz dans les commentaires et on se retrouve très vite pour de prochaines news.